Au standard du téléphone sonne Isabelle, elle est près de Toulouse, elle nous appelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur l'antenne, on vous écoute. Okay. Donc moi je voulais juste faire part du fait que je trouve j'ai vécu plus de 15 ans à l'étranger et là je rentre et ça m'a sauté aux yeux. J'avais pas réalisé quand j'ai grandi ici avant de partir à quel point la société française est élitiste. Et je pense à ces jeunes, ils se disent je suis née dans le 93, j'habite dans cette ville, j'ai un nom qui est pas un beau nom français et j'ai probablement très peu de chance d'avoir un bon boulot, de m'en sortir dans la vie, d'avoir une carrière, et donc je suis complètement frustrée, voire désespérée, et du coup, je casse tout pour montrer ma frustration, et je pense que c'est paradoxalement, bien que je suis à 100 000 lieues de leur vie, je comprends un peu leur frustration, et peut-être, bon, moi je suis pas désespérée, mais je comprends la frustration de se dire, je pars battue d'avance, même parce que d'où je viens, le nom que j'ai, la couleur de ma peau, etc., j'y arriverai pas. Ouais, alors c'est ce que Laurent Mukieli appelle sur son blog, parce que je lis votre blog, Laurent Mukieli, vous parlez de la vengeance des exclus. Oui. C'est cela qu'évoque Isabelle ? Il y a de ça, c'est sûr. On a commencé tout à l'heure à évoquer un petit peu les causes, les mécanismes de fond. Je dirais quand le problème un petit peu, le drame un peu des politiques publiques, c'est à mon sens, c'est que d'abord elles consultent pas beaucoup les rapports, les expertises, qui sont souvent des rapports publics, etc., et qui s'empilent en fait depuis des années et des années, et qui disent à peu près quand même tous la même chose, ni non plus bien souvent je dirais les demandes des habitants. Alors pas les propos en colère qui s'expriment partout au coin de la rue, mais quand on fait des enquêtes auprès des habitants. Bon, au fond, qu'est-ce qu'ils disent, et ça va reprendre un des aspects de la question. Quand on demande aux habitants des quartiers populaires, des us, etc., Madame, Monsieur, si on vous donnait demain quelques moyens, qu'est-ce que vous conseilleriez de faire? Bon, c'est quand même frappant qu'enquête après enquête, les gens répètent au fond les quatre mêmes choses. Ils disent d'abord, donnez-nous du boulot. Donnez-nous du boulot. Il faut donc rappeler quand même cette évidence que à la fois l'identité sociale des gens et l'insertion fondamentale dans la société, en particulier pour les jeunes, qui conditionnent le logement, la mise en couple, la vie de famille, c'est d'avoir un boulot. Voilà. Or, on est fondamentalement sur des quartiers où là aussi, le niveau de chômage, en particulier des jeunes, il est 2, 3, 4 fois supérieur à ceux de tout le reste de la société. On a un énorme problème. Deuxième chose, les habitants disent, et je ne fais que le citer puisqu'on en a déjà parlé, ils disent « Donnez-nous une école qui nous fasse réussir ». Et pas au contraire des collèges où on a un gamin sur 2 qui est en échec. Bon. Troisième chose, ils disent « Donnez-nous une police de proximité ». C'est-à-dire, donnez-nous non pas des policiers qu'on voit simplement de temps en temps et en grand nombre sur une intervention difficile puis qui repartent après, mais donnez-nous des policiers qu'on voit, même pas beaucoup, même un ou deux, mais qu'on voit tous les jours et tout le temps, et à qui on peut aller parler de nos problèmes. C'est la police de proximité, et on sait que son principal problème pour le gouvernement, c'est que ça coûte cher, parce que ça coûte cher en effectif, parce que c'est basé sur la présence humaine permanente. Et puis quatrième chose, je termine pas ça, que disent les habitants? Ils disent, arrêtez de systématiquement nous pointer du doigt, nous stigmatiser, nous dire qu'on est forcément suspect de pas être bien comme il faut, bien moraux, bien machin, bien ceci. Or, on voit bien aussi que, en particulier depuis un certain discours de Grenoble en juillet 2010, on est dans une époque, au contraire, d'augmentation très forte de la stigmatisation, et même, il faut dire les choses, de banalisation des idées du Front National, et ce qui est assez gravissime. Michel Marek, policier de terrain, vous travaillez beaucoup en Seine-Saint-Denis. Les policiers qui sont en poste en Seine-Saint-Denis, ils connaissent certains quartiers où agissent des bandes, où il y a un contrôle, où des bandes contrôlent un territoire. Ils savent qu'ici, par exemple, il y a cette équipe qui tente de prendre le contrôle, qui monopolise un territoire. Est-ce qu'on sait ça entre policiers quand on se promène ? Je crois qu'on connaît à peu près toutes les cités, on connaît beaucoup d'individus. Si un fonctionnaire travaille sur une commune, il va connaître tous les jeunes, quasiment tous les jeunes de la cité. Là-dessus, c'est quelque chose qui est reconnu par les flics de terrain. Je vais juste rebondir sur ce que vient de dire M. Micheli. Effectivement, la police de proximité, on se bat, nous, pour qu'elle soit rétablie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte cher. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a loupé quand ça a été mis en place. On lui a laissé très peu de chances de vivre et pourtant par endroits elle avait commencé à montrer des bons résultats. Et c'est vrai que ce serait quelque chose qui serait plus agréable que de voir effectivement ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire des fonctionnaires intervenir pendant 8 jours dans une cité et repartir.
c'est vrai que ça devrait à long terme peut-être quelque chose de plus intéressant. Question Internet de Pierre-Louis qui se trouve à Colmar en Alsace. Quel est le rôle du trafic de drogue dans ce phénomène des bandes? Laurent Muchelli? Alors là aussi, il y a deux choses qu'il faut pas mélanger. Le trafic de drogue existe bien entendu dans beaucoup de quartiers, hein, là aussi, pas qu'en région parisienne, pas que dans les grandes agglomérations, etc., puisqu'il y a plusieurs millions de Français qui consomment. Donc il est répandu en réalité sur la totalité du territoire national. Alors et le rapport avec la bande, encore une fois, ça supposerait qu'on définisse bande, comme le disait M. Marek tout à l'heure, M. Pretasanta aussi d'ailleurs. La bande, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Si c'est le groupe de copains, non, c'est le propre de l'adolescence, d'avoir des groupes de copains. Bon, si c'est ceux les exclus qui se retrouvent dans la rue, oui, mais en même temps c'est fluctuant, ça ne veut pas dire qu'ils sont ultra solidaires entre eux, ni qu'ils sont hiérarchisés, bon, etc., etc. Donc je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux choses. Il y a d'un côté un problème très clair, qui est que la situation socio-économique désastreuse dont on parle tous à notre manière depuis une heure, fait que, eh bien, une activité délinquante qui permet une survie au quotidien à un assez grand nombre de personnes, et le trafic de drogue, c'est ça. Hein, c'est pas un truc qui fabrique des millionnaires, faut pas rêver, parce que les vrais millionnaires qui sont les trafiquants internationaux, ceux-là, ils sont pas dans les cités et ils sont quasiment jamais arrêtés. Mais on dit qu'il y a quand même dans ces quartiers une économie souterraine et qu'on voit quelquefois des voitures plutôt luxueuses qui sont un peu bizarres dans ces quartiers. Oui, quelquefois. Mais on voit principalement des voitures qui sont plutôt en mauvais état et d'occasion. Voilà, hein, pour ramener... Michel Marek, vous vouliez intervenir? Moi, je pense que ce sont deux choses différentes. Ceux qui font le trafic de drogue ne sont pas concernés par les bandes, ils sont plutôt derrière les bandes, ils s'en servent de temps en temps pour surveiller les quartiers et compagnie, mais ce ne sont pas les gens qui font partie de la bande. Ce sont des gens qui sont à l'extérieur et qui, au contraire, je pense, essayent de se cacher et de se protéger derrière ces bandes. Mais ce sont deux choses tout à fait différentes qu'il faut prendre en considération. Un appel de Jean dans l'Ardèche. Bonsoir Jean. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, je voulais témoigner. Je me suis occupé pendant 5 ans sur la grande banlieue lyonnaise de ces jeunes dits difficiles. Ça n'a pas été du gâteau, mais je voudrais simplement dire, pour commencer, que j'ai été frappé par la violence avec laquelle les adultes de tout poil, hein, je ne parle pas tellement de la police parce que j'ai pas eu énormément de relations avec la police, mais je parle des enseignants, des adultes des quartiers, la violence avec laquelle les adultes rentrent en relation avec ces jeunes. Il n'y a jamais de bonjour, c'est le tutoiement immédiat et c'est en général sur un ton extrêmement haut, extrêmement violent. J'ai des centaines de témoignages là-dessus, dont celui d'un jeune qui m'a dit une fois que j'ai dû remonter un peu les bretelles parce qu'il était arrivé en retard, « Monsieur, vous êtes le premier qui me parlait sans m'engueuler. » Je me fais engueuler par tout le monde, par mes parents, par le chauffeur de bus, par les flics, je me fais engueuler par tout le monde. Vous êtes le premier qui commençait par me dire bonjour et qui commençait par me vous voyez. Je voudrais dire une deuxième chose, c'est que je suis extrêmement énervé quand j'entends toujours les parents. Je voudrais rappeler, et c'est une expérience que j'ai vécue aussi, qu'il y a quelques centaines de milliers de femmes seules avec des enfants. Et quand on parle des parents, on a dans la tête le couple, le papa, la maman, en général qui travaillent en journée, qui sont là le soir et la nuit. Et ça, c'est des situations sur les quartiers difficiles qui sont des situations d'exception. Merci Jean. On va réagir à votre témoignage. Sébastien Pietrasantin. C'est vrai que pour rebondir sur ce que vient de dire l'auditeur, c'est vrai que la famille, elle a évolué ces 20 dernières années. On a de plus en plus de familles monoparentales, y compris des femmes seules qui ont un boulot souvent de nuit précaires et qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui d'abord s'occupent de la survie économique de leur foyer avant l'éducation des enfants. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir et traiter ce phénomène nouveau. Et en même temps, je voudrais dire de manière générale, c'est que on peut être en difficulté sociale, on peut avoir des problèmes de logement, on peut avoir des problèmes scolaires, on peut avoir des problèmes de boulot, et en même temps ne pas être violent et vouloir s'en sortir. Et je pense que la majorité des habitants des quartiers populaires est dans cette logique-là et dans cette dynamique-là. Donc il ne faudrait pas non plus généraliser. Dans nos quartiers populaires, il y a des choses formidables qui se font au quotidien par les habitants et que la très grande majorité de ces jeunes
de ces habitants, de ces familles ont envie de s'en sortir et se battent au quotidien pour s'en sortir. Éric, à Toulouse, ce sera le dernier appel ce soir. Éric, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, juste pour être très très bref, donc je suis un professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse que Monsieur Mukieli doit bien connaître. Donc j'ai affaire à des ados délinquants tous les jours, et quand je regarde leur dossier, leur histoire de vie, je me demande comment ils sont encore debout. Et moi, je ne sais pas si je serai encore debout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Debout, quand on a parlé des parents, etc., ouais. Il y a comme de la violence en interne. Il y a le fait, souvent pour certains jeunes, de leur arrivée en France. Donc, il y a des situations très dramatiques. Et je crois que c'est des choses qu'on n'entrevoit peut-être pas quand on les voit déambuler ou c'est simplement quoi. C'est simplement une réflexion plus qu'une question. Laurent Mukieli, pour vous, le mot de la fin en 30 secondes après ce témoignage d'Éric à Toulouse. Oui, merci. Ça nous rappelle, pour prendre le langage de la justice, et un langage que donc notre auditeur éducateur connaît bien, ça nous rappelle que les jeunes dangereux sont souvent des jeunes en danger, hein, comme on dit dans ce jargon. C'est-à-dire que, encore une fois, et ça n'enlève absolument rien à la responsabilité des individus, aux actes qu'ils peuvent commettre, etc., que par ailleurs, d'analyser réellement qui ils sont, de regarder leur parcours, de regarder où ont été les problèmes, et ainsi de trouver les causes des problèmes pour mettre en place un véritable travail de prévention qui ne s'arrête pas simplement à l'indignation devant les comportements des uns ou des autres. Merci à nos invités. Demain soir, 19h20, partout ailleurs.